Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous voulez une autre histoire, c'est ça? Bon allez, ok. La dernière fois quand je vous ai parlé des migrations celtes, je vous ai raconté ce qui s'était passé pour ceux qui sont descendus dans le sud. Et je vous ai pas raconté ce qui s'était passé pour ceux qui sont partis à l'est, en suivant le cours du Danube. Alors voilà. Alors ces groupes celtes s'installent d'abord aux abords de la cuvette carpatique sur les terres des peuples pannoniens avec lesquels ils se mélangent peut-être. Ils deviennent alors voisins du grand empire macédonien de Philippe II, puis du célèbre Alexandre le Grand. L'écrivain Strabon raconte même une petite anecdote sur une ambassade envoyée par les peuples celtes à Alexandre pour assurer le roi de leur amitié. Habitué aux flatteries des diplomates, Alexandre, à qui on a vanté le courage sans faille des Gaulois, demande aux Celtes qu'est-ce qu'ils craignent le plus. Pensant évidemment qu'ils répondront « Mais c'est toi, Alexandre, bien entendu, c'est toi que l'on craint le plus, ô roi des rois !» Au lieu de ça, les Celtes répondent qu'ils ne craignent rien, sinon que le ciel leur tombe dessus. C'est la tête d'Alexandre à ce moment-là. Enfin bref, après la mort d'Alexandre, l'ancien empire macédonien se disloque, et les Celtes veulent profiter de cet affaiblissement pour tenter leur chance de s'approprier les richesses du monde grec. Les rois locaux tiennent le coup quelques années, mais finissent par céder sous la pression de ces hordes barbares. Nous sommes au début du 3e siècle avant Jésus-Christ. Les armées celtes pillent la Thrace et la Macédoine. C'est le début de ce qu'on appelle la Grande Expédition. Mais une partie de ces armées, menée par le chef Brennos, dont le nom rappelle évidemment le type qui avait pillé Rome un siècle plus tôt, sauf que vu les dates c'est quand même certainement pas lui, veut aller plus loin au sud, vers les trésors des grandes cités grecques. D'après l'historien latin Trogue Pompée, ils sont 65 000 à le suivre, avec pour objectif de piller le sanctuaire d'Apollon à Delphes. La ville de Delphes, célèbre dans tout le monde antique, abrite en effet un sanctuaire panhellénique, c'est-à-dire honoré et respecté par différentes cités grecques, et donc particulièrement important. C'est là où Apollon tua le serpent géant nommé Python pour s'approprier l'endroit et y placer un oracle par l'intermédiaire duquel il pourrait s'adresser aux hommes, la Pythie, nommée ainsi en référence à l'ancien gardien des lieux, Python pour ceux qui suivent. Delphes est aussi connu pour être le nombril du monde, le centre de la Terre, et c'est donc à une place particulièrement importante et riche de trésors religieux que veut s'attaquer Brennos. L'armée celte parvient à franchir les célèbres défilés des Thermopyles, battant les troupes athéniennes qui tentèrent de lui barrer la route, et arrive devant Delphes, où, toujours selon Trogue Pompée, les Grecs n'ont que 4000 hommes à opposer aux 65 000 guerriers celtes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a deux versions. Laissez-moi vous raconter la plus palpitante, la plus intrigante, avec des malédictions, des batailles, des punitions divines, et c'est trop cool. Alors voilà, les Celtes de Brennos pillent le sanctuaire de Delphes, oui, mais le butin est aussitôt frappé d'une malédiction par Apollon et les dieux de l'Olympe. Une fois leur soif d'or assouvie, l'armée de Brennos se replie vers la Macédoine, où ils retrouvent les autres Celtes restés sur place. Et c'est là que Brennos serait mort dans des circonstances mystérieuses. Première victime de la malédiction d'Apollon. Nous sommes toujours au 3e siècle avant Jésus-Christ, et les armées celtes se dispersent. Une partie traverse les détroits des Dardanelles et du Bosphore pour s'installer en Asie mineure, où ils deviendront ce qu'on appelle aujourd'hui les Galates. Une autre partie s'installa en Thrace, où ils fondèrent le royaume de Tilis. D'autres remontèrent le Danube pour s'installer à nouveau dans la cuvette carpatique, d'où l'expédition était certainement partie. Bon alors oui très bien, mais quel rapport avec Toulouse, me direz-vous, parce que c'est quand même le titre de la vidéo. J'arrive. Eh bien, parmi les peuples ayant participé à cette grande expédition en Grèce, on retrouve les Volques tectosages, peuple probablement formé originalement en Bohême, mais dont le nom est assez révélateur. Volques tectosages, ça veut dire le peuple qui cherche un toit. Et on retrouve ce nom dans 3 zones géographiques bien éloignées les unes des autres. En Europe centrale, probablement leur terre d'origine, en Asie mineure, ce qui laisse penser qu'une partie des Volques traversa les détroits avec certains contingents celtes pour aller former les Galates d'Asie, après la campagne de Grèce, vous suivez toujours, et dans le sud de la Gaule, entre la Garonne et la Méditerranée, c'est ceux-là qui vont nous intéresser. Il semble aujourd'hui plus que probable qu'une grande partie des Volques tectosages remontèrent le Danube après les événements que l'on vient de raconter, d'où ils regagnèrent peut-être la Bohême, et d'où, surtout, ils prirent la route de l'ouest pour gagner la Gaule. Bon, nous savons en effet que le Languedoc, et notamment le site d'Ancérune, est à cette époque une plaque tournante du mercenariat pour la Méditerranée occidentale. Et s'il y a une chose que les Celtes savent faire, c'est la guerre. Leur talent militaire est connu dans tout le monde antique, et ils font des mercenaires réputés. Et ça tombe bien, parce qu'il se trouve que nous sommes au 3e siècle avant Jésus-Christ, et que ça commence à pas mal péter dans tous les coins en Méditerranée occidentale. Est-ce cela qui a poussé les Volques et de nombreux autres peuples celtes d'Europe centrale à venir s'installer en Gaule? C'est probable.
Puis un siècle plus tard, les Romains, qui sont en train de devenir la plus grande puissance militaire du coin, occupent le sud de la Gaule. Les Volques tectosages doivent donc se soumettre à Rome. Mais cherchant une occasion de se révolter, ils la trouveront quelques années plus tard lorsque des peuples germains, Cimbres et Teutons, venus du nord, déferlent sur la Gaule et menacent les possessions de Rome. C'est la première fois que les Romains ont affaire directement avec des Germains et ça les marque beaucoup. Les Volques veulent donc profiter de l'inédit de la situation en se soulevant pour récupérer leur indépendance. Mais leur rébellion est très vite matée dans le sang par le proconsul de la Gaule, Quintus Servilius Caepio, qui en profite pour s'emparer du trésor de la principale ville des Volques, Tolosa, c'est-à-dire Toulouse, un butin exceptionnel d'or et d'argent. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ce trésor? D'où vient-il? Quel est-il? Selon la tradition, ça vaut ce que ça vaut, ce trésor de Toulouse, ce serait le trésor de Delphes, pillé par Brennos, et que les Volques tectosages auraient ramené en Gaule suite à leur longue pérégrination. Un trésor maudit. Donc, cette malédiction serait-elle la cause de la défaite éclair des Volques contre les Romains? Oui, enfin bon, jusque-là c'est un peu faible comme malédiction, mais ça s'arrête pas là. Le fait est que le butin n'arrive jamais à Rome. Le Sénat accuse donc le proconsul Caepio d'avoir détourné l'or de Toulouse pour son propre compte, ce qui représente quand même un sacré paquet de pognon. Lui s'en défend en arguant que le convoi qui ramenait le trésor à Rome a été attaqué en route. Où se trouve le trésor de Toulouse? Personne ne semble le savoir. Bon, enfin pendant tout ce temps, je vous rappelle que les Germains déferlent sur la Gaule. Alors pendant qu'on étudie son cas, Caepio est envoyé les combattre à Orange sous les ordres d'un consul que Caepio déteste. La grande bataille d'Orange est un massacre. Les Germains taillent plus de 80 000 soldats romains en pièces. C'est le pire désastre pour l'armée romaine depuis Hannibal. Rome considère cela comme une catastrophe, et une grande partie de la responsabilité est mise sur les épaules de Caepio. Parce qu'il aurait refusé d'obéir aux ordres de son supérieur, vous savez, celui qui détestait. Responsable de la plus grande défaite du siècle et de la perte de l'inestimable trésor de Toulouse, ça fait beaucoup pour un seul homme. Alors Caepio est condamné. D'abord, son pouvoir et son commandement sont abrogés, puis ses biens sont confisqués, ensuite il est carrément accusé de haute trahison, il doit payer une très lourde amende, il est déchu de sa citoyenneté romaine et est condamné à l'exil. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce trésor ne lui a pas porté chance. Pas plus qu'aux Volques, pas plus qu'à Brennos. Enfin, à supposer qu'il s'agit bien du même trésor cependant. Parce que c'est là où le bas blesse. C'est que le pillage du sanctuaire de Delphes par les hommes de Brennos, d'où est censé être issu l'or maudit de Toulouse, n'a probablement jamais eu lieu. Ça, c'est la deuxième version de l'histoire. D'après le même Trogue Pompée que l'on citait plus haut, et d'après un certain nombre d'auteurs antiques, les Celtes sont bien arrivés devant Delphes, mais y ont été mis en déroute. Dans des circonstances d'ailleurs assez troublantes, puisque c'est Apollon lui-même qui serait intervenu pour protéger son sanctuaire. Il n'aurait donc pas maudit le fruit du pillage, mais aurait tout bonnement empêché le pillage, ce qui est quand même plus simple. Trogue Pompée ou Pausanias parlent de rochers dévalant les pentes des montagnes environnantes pour venir s'écraser sur les envahisseurs, puis de hordes fantastiques parmi lesquelles des dieux, des héros, des hyperboréens, peuple mythique affilié à Apollon, détruisent les rangs celtes. Dans les deux cas, pillage ou pas pillage, on remarque que le mythe et le merveilleux sont partie intégrante du récit. Enfin, pourtant ce tremblement de terre et ces rochers qui dévalent les pentes pour s'écraser sur les Celtes, c'est pas irréaliste dans une Grèce sujette au mouvement sismique. Les défenseurs grecs en auraient juste profité pour prendre le dessus, et puis le froid de l'hiver, relevé d'ailleurs par Trogue Pompée, aurait achevé de porter un coup sévère aux soldats de Brennos. C'est en tout cas la version la plus acceptée aujourd'hui. Le trésor de Toulouse, certainement bien réel lui, serait donc plutôt issu des mines d'or et d'argent des environs. Les deux histoires, et les deux trésors, n'auraient donc rien à voir l'une avec l'autre. Enfin, ça m'a toujours permis de vous raconter une chouette histoire. Allez, cassez-vous maintenant.